On passe maintenant au Nigeria et on va parler de la veille d'âme pour les élections générales. Le Nigeria qui attend les élections présidentielles, sénatoriales et législatives pour demain, 16 février. Alors, tandis que une foule immense et un délire attendait Mamadou Bouhari, le président sortant en lice pour un second mandat chez lui à Doura, dans le nord-ouest, son rival Atiku Abubakar se livrait à une dernière déclaration d'amour à ses milliers de supporters dans l'état d'Adamawa, c'est dans le nord-est. Il faut dire que déjà l'APC détient une avance démographique, mais l'opposition pourrait tirer profit d'un bilan médiocre du chef de l'État, 76 ans, marqué par la récession économique, avec une forte recrudescence de l'insécurité dans plusieurs régions du pays. Mais il est clair, Messan Fioclo, que cette élection, elle va se jouer entre Bouhari et Abubakar. Bien sûr. Et Abubakar Bouhari était un général de l'armée nigériane et il a dirigé le Nigeria entre 82 et 85. Élu président, il a cru qu'au cours de sa campagne, il a tellement misé sur son expérience militaire en disant qu'en 3 mois, il va mettre fin à l'insécurité de Boko Haram. Il a fait 4 ans. Malheureusement, le résultat n'est pas ce qu'il avait avoué. Il n'a pas été aidé par son problème de santé, puisqu'il est resté à l'extérieur du pays pour se faire soigner. Ce qui veut dire qu'au Nigeria, à voir tout ce qui se passe, le bilan n'est pas celui-là que les Nigériens espéraient. La pauvreté existe, l'insécurité, la corruption, et ces derniers jours, c'est la crise de l'éducation qui est venue s'ajouter à ce qui existait. Bref, son bilan n'est pas mi-figue, mi-raisin, et je ne peux non plus dire que c'est nul, puisque quel que soit Alpha, il a posé au moins certains actes. En matière de lutte contre la corruption. En matière de lutte contre la corruption, et ce qui est interprété comme la chasse aux sorciers, parce que c'est les gens de l'opposition qui sont poursuivis. Il n'a jamais touché quelqu'un de son propre camp. Bref, Atiku Abubakar, lui aussi, il est venu à la politique il y a longtemps. C'est un homme très riche, un multimillionnaire qui est dans le pétrole, dans l'immobilier, dans... Lui aussi a une réputation sulfureuse. Oui, mais puisqu'il était ancien directeur général des douanes dans un pays que je ne vais pas citer, mais... non, on va citer le pays. Il est bon. Quand je dis qu'il est bon, ça dit qu'il a les moyens financiers, mais eux deux se sont entourés comme vice-président de techniciens, ce qui est une bonne chose. Bon, si la population nigériane aujourd'hui découvre que le général n'a pas pu faire tout ce qu'il a dit au cours de sa promesse électorale, c'est à eux de juger. Parce qu'il y a un précédent qui est là. Si je prends le pays d'à côté qui est le Bénin, les Béninois, à entendre ce que disent beaucoup d'entre eux, c'est que Bouhari parte parce qu'il a refusé que le véhicule de deuxième occasion rentre au Nigeria. Ce qui fait que les affaires ne marchent pas avec eux. Comme il a bloqué ce tuyau, il préfère qu'il parte pour que celui qui va venir puisse ouvrir le tuyau. Bref, les deux, c'est demain, au cours de ces élections, qu'on saura qui vraiment sera le nouveau président du Nigeria. Parce que beaucoup d'entre eux, jusqu'à ce soir, certains n'ont pas, au moins un nombre important n'a pas pu récupérer la carte de lecteur. Et au niveau du sud, on a eu des incendies. Où certains bureaux de vote ont été incendiés. On va revenir sur tout cela, mais Ivy à l'oignon, vous pensez également qu'il n'y aura pas d'outsider et que ça va se jouer entre ces deux dinosaures-là? Oui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est entre le PDP et l'APC. L'APC incarné par Bouhari et le PDP Atiku Abubakar. Normalement, ce serait été Jonathan, puisque c'est la candidature même qui a posé problème au niveau de PDP, puisque Jonathan voulait encore revenir. Or, il y a un contrat nord-sud au sein de ce parti.
Voyez-vous? Donc aujourd'hui, moi je crois que tous ceux qui font des campagnes contre Boiry font du bruit là. C'est les gros corrompus qui s'agitent pour pouvoir noircir le bilan de Boiry. Parce que Boiry, en arrivant au pouvoir, et son programme de société était assez un peu plus sur la corruption. Et aujourd'hui, vous voyez comment, je crois que des gens qualifient cette manière d'éradiquer la corruption comme une chasse aux sorcières. Bon, c'est selon chacun. Mais moi, je crois que c'est une bonne chose, puisque quand on parle de corruption au Nigeria, laissons ce qu'on fait au Togo ici, c'est des centaines de millions de dollars, d'euros que des gens détournent. Ce n'est pas... Il y a aussi des millions de certaines choses. Ça, c'est millions. Ici, c'est millions d'euros. Des centaines de millions. Au Nigeria, ce n'est pas une affaire à blaguer avec. Il y a une affaire de 26 milliards ici que oui, bon, ça, c'est une fois passant. Ça, c'est une fois passant. Donc, il y a beaucoup de corrompus au niveau du parti PDP. Puisque vous savez, ils ont dirigé entre-temps le pays. Donc, des gens se sont vraiment farouchement enrichis au dos de l'État, ce qui crée une pauvreté extrême au niveau du Nigeria. Donc, Boiry venant, commence par éradiquer peu à peu la corruption. Et il a interdit beaucoup de choses. C'est pourquoi les gens voient qu'économiquement, le pays ne marche pas. Donc, moi, je crois que l'arrivée de Boiry encore à la tête pour un second mandat, ça va encore changer beaucoup de choses au niveau du Nigeria. Un individu ne peut pas aller au service et puis revenir avec 5 millions, 10 millions, 24 millions par jour. Or, l'individu gagne par exemple 120 000 francs. Donc tout ça là, ça fait qu'il y a des tensions dans les pays africains. Et je crois que c'est une bonne chose qu'un président comme Boiry qui se tient à éradiquer le mal. Là, c'est quand même à saluer et il faut l'encourager quand même à venir pour un deuxième. Vous avez voté déjà pour Boiry. Il y a quand même ces deux dinosaures dont nous parlons sont de septuagénaires, 72 ans pour Aboubakar, 76 pour Boiry. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le Nigeria est un pays quand même extrêmement jeune. La jeunesse ne peut pas, parce qu'il y a 72 candidats pour la présidentielle, il ne faut pas l'oublier, ne peut pas choisir un jeune pour bousculer ce bicéphalisme-là. Je crois que les jeunes auront du mal à émerger dans un pays comme le Nigeria. Peut-être le respect aux aînés est un peu sacré. Parce que quand vous prenez l'histoire politique de ce pays, vous verrez que plusieurs présidents sont revenus. On a vu Obasanjo, on a vu Boiry aussi qui est là. Et puis aujourd'hui, ceux qui soutiennent Aboubakar sont aussi des anciens présidents. On a vu une grande coalition dans laquelle on retrouve des présidents comme Babangida, qui sont toujours vivants, et Obasanjo, donc, qui sont contre Boiry, contre donc, un prochain mandat de Boiry. Et je pense que le peuple est habitué à ces grandes figures-là, à ces personnes-là qui ont une certaine carrure, un certain âge. Et vous avez vu Boiry qui est malade, qui a passé une bonne partie de son mandat en Angleterre, plutôt qu'au Nigeria, et alors qu'il y avait des jeunes dans son parti, et justement c'est son vice-président qui aujourd'hui donc le challenge donc à la finale. Il faut comprendre qu'il aurait pu passer la main parce qu'il a déjà dirigé le pays par le passé, parce qu'il est vieux, parce qu'il n'est pas totalement solide sur le plan physique, mais il passe et ça va être assez difficile. C'est vrai on lui reconnaît d'avoir démarré une lutte contre la corruption, mais comme le disait donc le doyen tout à l'heure, il le fait seulement dans le camp de ses adversaires, donc dans l'opposition. Il a essayé aussi de combattre Boko Haram. Est-ce qu'il pouvait le faire ailleurs, dans la mesure où c'est eux qui ont dirigé avant lui et que ceux qui sont autour de lui, eux ne se sont pas encore vraiment salis les mains. Pendant 4 ans, il y a eu des actes de corruption, donc dont son auteur, certains membres de son gouvernement, il ne peut pas dire. Le Nigeria est un pays très corrompu. La corruption est assez ouverte. Il y a certains actes qui ne choquent personne. Quand l'argent circule librement au vu aussi de tout le monde sans que les gens ne soient choqués. J'ai même
pu vivre ça un peu, quelque part à Lagos. Et donc, il aurait pu quand même, dans son camp, donner quelques exemples. À partir du moment où l'opposition se plaint que c'est parmi ses opposants qu'il arrête les corrompus, il aurait pu faire semblant de mener une lutte générale. Il n'y a personne. Il n'a pas, non, il ne peut pas dire qu'il n'y a personne. Il ne l'a pas fait. Sur le plan économique, il n'a pas beaucoup fait, parce qu'on ne le dit pas assez. C'est vrai, on dit c'est le géant de l'Afrique. Mais c'est le pays qui compte le plus de pauvres en Afrique. Des Nigérians vivent dans l'extrême pauvreté. Il y a au moins 80 millions de pauvres. Par exemple, parce que beaucoup ne savent pas, le SMIC togolais est plus élevé que le SMIC nigérien. Oui, le SMIC nigérian doit être autour de 18-20 000, tout au plus. Et la dernière fois, c'est vrai, pour des raisons d'élection, il a voulu augmenter, mais tous les gouverneurs se sont opposés donc, à cette décision. Donc il y a la misère au Nigeria et les gens s'attendent à mieux. Et maintenant, il y a aussi cette question des ethnies, les ethnies qui se partagent prioritairement le pouvoir sont les Yoruba et les Hausa, donc ils sont les groupes les plus importants. Les Yoruba sont les plus nombreux avec environ 39 millions au moins. Et viennent après les Hausa qui se situent dans les 30 millions, 35 millions. Et puis un groupe important, ce qu'on appelle les Igbo, donc qui vont être assez déterminants donc, dans cette campagne. On n'en parle pas assez, on reste un peu sur les questions de politique et de programme, alors qu'en Afrique, réellement, les gens ne suivent pas les programmes. Et il y a un électorat de 25 millions de Nigérians qui sont des Igbo, qui sont dans la partie sud-est du pays, qui ne se sentent pas assez concernés. Et que depuis hier, le candidat, donc Boubacar, a réussi quand même un grand coup à rencontrer donc des chefs coutumiers, des chefs religieux, des représentants donc de cette ethnie-là. Et il ne faut pas aussi oublier que son vice-président est un certain Peter Obi, qui est d'ethnie Igbo, donc qui est un clin d'œil donc qui fait à cette grande masse électorale-là. Il a réussi ce coup pendant que le mouvement autochtone des peuples du Biafra, donc composé des Igbo, appelé à boycotter cette élection. Il a réussi quand même à parler à ces leaders-là, à cette partie de la population-là, qui est le troisième grand groupe ethnique, et qui pourrait ne plus boycotter, donc pourrait aller voter, et pourrait aller voter donc pour le vice-président qui est de leur ethnie, ce qui va compliquer la tâche à Buhari, qui risque de ne pas passer si tout se déroule dans la transparence. Alors, mais sans surplus, il y a aussi une accusation qui est portée contre Buhari, c'est celui de chercher à manipuler le processus. Vous avez vu qu'il a fait nommer, je pense, c'est une de ses cousines à la commission électorale. Il a démis le président de la Cour suprême sans l'avis du Conseil de la magistrature. Bon, non seulement ça, il y a d'autres choses qui se sont passées sur le terrain. Et il est bien clair que M. Buhari veut bien rempiler. Donc lui aussi, il a pris toutes les dispositions pour pouvoir rempiler. Que ce soit par fraude, ben quoi que ce soit, il veut bien, il ne veut pas quitter. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une élection peu transparente? Si je dis qu'en Afrique, il n'y a jamais eu d'élection transparente, vous allez m'accuser. Vous allez m'accuser. Bon, comme c'est le propre de l'Afrique, comme c'est le propre de l'Afrique aujourd'hui, les élections transparentes sont rares. Nous disons, moi je dis personnellement que Buhari a pris toutes les dispositions pour qu'il passe. Mamadou Buhari tenté par la fraude électorale? Bon, vous savez, les présidents africains, quand ils nourrissent l'ambition de rempiler, ils veulent passer par tous les moyens. Mais vous venez de dire qu'il a changé le président de la Cour suprême, tout ça là. Mais avec tout ça, cela ne le garantit pas aussi et qu'il va passer. Vous voyez, Joseph Kabila en a fait plus que lui. Non, Kabila n'était pas candidat. Non, mais c'est pas la même chose que vous avez Kabila, fait ou si vous. Mais Kabila ne peut pas, avant que même le dauphin
s'il voulait laisser le dauphin lui-même se défendre, il ne peut pas faire tout ce bruit-là. Voyez-vous? Donc, qui sait, son vrai dauphin, c'était dans l'opposition. Mais tout ça, là, officiellement, son vrai dauphin, on l'a révélé, et qui est passé pour le parti présidentiel. Donc, aujourd'hui, Boiry, il s'est présenté à un deuxième mandat. C'est pas gratuit si la personne nomme sa nièce. Il n'est pas allé chercher n'importe qui. C'est sa nièce, c'est dans la famille qu'il met à la commission électorale. C'est limoge le président de la Cour suprême. Qui avait dit qu'il n'acceptera pas ce genre de fraude. Procédure légale, il a limogé à quelques semaines de la présidentielle. S'il n'a pas envie de quelque chose, il n'en est pas loin. Bon, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué. Bon, est-ce que les raisons pour lesquelles il a limogé le président sous couvert de la corruption, j'ai dit, il a envie de déclarer un certain nombre de devises étrangères. Et comment vous voyez ça? C'est normal. Non, il y a un processus qui doit suivre. Il a un processus à suivre avant de passer par l'Assemblée nationale. Boiry veut rendre clair ses institutions. Non, il y a une institution. Il y a un processus qui devait suivre. Qui n'a pas suivi ce processus. C'est lui le président de la République. C'est lui le président de la République. C'est un abus de pouvoir. Ce n'est pas un abus de pouvoir, en fait. C'est lui le président de la République. Je connais sous d'autres pays où si c'était fait, vous auriez dit le contraire. Non, écoutez. Même aux États-Unis, quand le président prend des décisions et que ce n'est pas bon, un juge d'un État peut se lever et combattre. Vous savez, nous sommes dans une période d'urgence. Donc on verra, on va. Il y a les élections, bon, avec toute la procédure, tout ça, là, je crois qu'on risque de passer du délai avant que le président de la Cour suprême soit limogé. Or, c'est un président. C'est un faux président, en fait. Celui qui normalement devrait tout déclarer a refusé de déclarer cela. Et vous pensez que lui, là, il peut donner un résultat crédible. Est-ce que vous cautionnez le coup l'abus de pouvoir? C'est-à-dire la loi dit, quel que soit le motif, c'est pas au président de faire ça. Il a outrepassé ses pouvoirs. Est-ce qu'il y a un justificatif à ça? C'est la raison pour laquelle le code judiciaire s'est levé contre ça, les avocats et autres. Bon, de toutes les façons, moi je crois que Boiry peut tout faire si les électeurs ne l'ont pas voté, veulent faire un passage en force. Vous savez, le Nigeria n'est pas comme au Togo ici, les gens ont eu peur. Mais il y aura beaucoup de désordre. C'est pourquoi Jonathan, sachant qu'il a été gagné, mais on lui a conseillé de céder le pouvoir pour éviter le bain de sang au Nigeria. Non. Donc, il va de l'intérêt aujourd'hui que si on gagne, si Boiry est vaincu, qu'il laisse le pouvoir pour que les Nigériens soient libres et puis pour qu'on évite ces bains de sang chacun au cours des élections. Mais je crois que les pays anglophones, quoi qu'on puisse dire, au nom des pays africains, les pays anglophones se distinguent un tout petit peu en avion avec le Ghana. Samuel, il faut ajouter à ce que vient de dire Aïvi que le Nigeria a tourné le dos des coups d'État et des bains de sang. Quel que soit ce qui va arriver, ils vont discuter et se comprendre. C'est ça l'essentiel. Alors, puisque nous parlons d'élections très transparentes, il y a au-delà de ces deux faits qu'on a cités, l'affaire même des cartes d'électeurs. On n'a pas facilité l'accès. Il y a beaucoup de Nigériens, au moment où nous parlons, votent demain, mais qui n'ont pas encore leur carte d'électeur. Oui, c'est un peu la situation en RDC. Vous savez, c'est un pays vaste, c'est un pays très peuplé. C'est un pays aussi où, pour avoir sa carte d'identité, n'importe qui peut aller au commissariat, donner son nom, on lui délivre la carte d'identité. On n'a pas besoin de vous demander la nationalité, tout ce que nous on réclame ici. Donc, vous voyez que c'est un peu désordonné, excusez-moi le terme. Donc, c'est un peu dans ce désordre. Peut-être que certains ont attendu la dernière minute pour obtenir leur carte. Et c'est peut-être aussi dans ce désordre que, dans des zones qui ne sont pas favorables au pouvoir, un peu compliqué, la délivrance donc, des cartes d'électeurs. Mais pour revenir à Boiry, n'oublions pas que c'est un militaire, c'est un général. Il a des comportements de militaire. C'est en réalité une dictature qui se maquillait en démocratie. Parce que même bien avant Boiry, on a vu Obasanjo aussi qui est revenu. Et on connaît le poids de ces anciens généraux-là qui ont été présidents. Et contrairement à ce qu'ils disaient
On a vu des hommes comme Sani Abacha remporter des élections et des gens comme le milliardaire qui est mort en prison. Ademola. Chief Adeola. Le Chief Adeola a remporté les élections. Il a été coffré proprement par Abacha. Ça s'est mal terminé finalement, cette affaire. Mais je crois que toutes les garanties d'une élection transparente ne sont pas là. On ne peut pas, à la place des représentants du peuple désignés, on ne peut pas modifier d'ailleurs les règles du jeu. Donc en pleine compétition, c'est ce qui est en train de se faire. Mais je crois que les Nigérians s'entendent pour mal faire les choses, généralement. Ils s'entendent, les gens ne sont pas choqués. Parce que moi, j'ai vu une fois une scène à Lagos, et j'ai dit au Togo, ça ne passerait pas. Personne n'était choqué. Donc je crois qu'ils s'entendent. C'est un mode, un business. Et l'intérêt, chacun poursuit son intérêt. On espère que l'intérêt général va prévaloir, quel que soit le vainqueur. Mais si l'élection devrait être transparente, je crois que Buhari, qui a déjà connu une grande scission au sein de son parti à la veille de cette élection, avec la grande coalition formée par 38 partis politiques, et tous ces anciens présidents qui ont un grand poids électoral et qui sont coalisés contre lui, et puis ceux dont on vient de parler avec les Ibo qui sont le troisième groupe important. Si tout ça là qui joue contre Buhari, mais on ne serait pas surpris qu'ils s'en sortent. Mais si les choses sont transparents, c'est fort probable que M. Boubacar donc, soit élu et qu'il y ait une alternance donc, au Nigeria demain, après les élections de l'élection. Tout compte fait, est-ce qu'après demain, samedi, je ne sais pas combien de jours ils vont mettre avant de proclamer les élections, est-ce que vous vous attendez à ce que les résultats soient acceptés par tous? Oui, moi je pense que comme ils sont au nombre de 72 candidats, de bonne conduite qu'ils ont signé. Il y aura les deux, Buhari et Aboubakar, qui seront au deuxième tour. Mais le problème, ce serait mieux que le premier ait la victoire au premier tour. Le gagnant soit désigné déjà au premier tour. Ce serait bon. Là, ça va couper la poire en deux. Parce que si on va au deuxième tour, le jeu des alliances aussi va revenir et ça risque de péter encore. Parce que déjà, les histoires des incendies vont revenir. Puisque quand il y a les incendies au sud et que 8000 cartes sont incendiées et que près d'une vingtaine de bureaux aussi le sont, donc il faut savoir d'où vient cet incendie. Donc il faut se méfier pour ce genre de choses. C'est le Nigeria. Ça a changé. Nous n'avons plus le Nigeria d'antan où il y avait eu de l'anarchie, du désordre. Nous sommes dans un Nigeria démocratique. Donc on a espoir qu'au cours de cette élection, nous aurons toujours les traces de la démocratie. Ivy Alognon, c'est quand même 84 millions de personnes qui sont attendues aux urnes. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Vous savez, le Nigeria, c'est un pays très peuplé, vaste. Ils ont 190 millions d'habitants, mais le nombre de votants, c'est très faible par rapport à la population. Oui, vous venez de le dire un peu plus tôt. Pouli aussi l'a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ne sont pas allés prendre les cartes d'électeurs. Je ne sais pas. Et avant d'aller prendre les cartes d'électeurs, il faut s'inscrire. Oui, avant de... il faut s'inscrire. Je ne sais pas si l'ouverture, le recensement a été fait comme on l'a fait ici chez nous au Togo. C'est pourquoi les gens, de façon unilatérale, c'est pourquoi les gens ne sont pas... Tu parles de quel Togo? Quel Togo? Notre cher pays, le Togo. Et donc, je ne sais pas... On a ouvert les bureaux de vote pour le recensement. C'est des gens qui ne sont pas... qui ne s'y sont pas rendus. Dans quelles conditions les bureaux ont été ouverts? Non, pas du Togo. On continue sur le Nigeria. Oui, bon, comme il veut. Donc, je ne sais pas si les bureaux de vote... Le recensement a été fait comme... En tout cas, on n'a pas eu de débat de 8-8 au Nigeria, donc on se imagine que ça a été... La commission a été composée de manière... Je crois qu'à l'avenir, il faut que tout soit mis en œuvre. Il ne faut pas croire, nous ne sommes pas à l'église ici. Est-ce que tu as coupé me laisser parler pour que les gens s'inscrivent et pour quand même élire leur président, pour qu'il y ait une représentativité
au niveau du président élu. Sinon, je crois que si des gens arrivent encore à soulever ceux-là qui ne se sont pas... ceux-là qui ne se... Allez-y. Ceux-là qui ne se sont pas se faire enrôler pour quand même diriger contre le nouveau président élu, on assistera à une démocratie à la France, puisque les mêmes qui t'ont élu aujourd'hui, demain, vont te contester. Est-ce que, rapidement, Boko Haram va laisser le scrutin de demain tranquille? Parce qu'aujourd'hui, avant de rentrer en studio, j'ai vu une dépêche, 66 morts dans un attentat terroriste pour aujourd'hui. Bon, c'est un groupe qu'on ne maîtrise pas. Ils peuvent vouloir marquer ce scrutin d'un saut négatif. On ne le souhaite pas. Je sais que le président sortant, qui est en même temps candidat à sa propre succession, a livré une guerre un peu plus ardue à Boko Haram. Est-ce qu'il a fragilisé donc le groupe? Est-ce que ce groupe a les moyens de troubler le scrutin? Du moins dans la zone dans laquelle il règne, tout est possible, mais on ne le souhaite pas. On souhaite vraiment connaître un scrutin apaisé. On marque la pause et après le journal, on revient.